Bonjour à tous. D'abord, je suis Françoise Bergeron, comme vous avez pu le constater. J'ai été médecin traitant pendant plus de 30 ans. Et pourquoi je me suis engagée sur l'aide active à mourir? Et il y a deux raisons. Il y a la première raison, dans mon activité professionnelle, j'ai vu mourir des patients dans des conditions insupportables, avec des souffrances réfractaires, on a pu en voir cet après-midi, des agonies inutiles et une grande solitude. Ça, c'est la première raison pour laquelle je me suis engagée dans l'aide active à mourir. La deuxième, c'est je considère mon rôle de médecin, c'est aider à vivre, mais aussi aider à mourir dans certaines situations. Et pour moi, ça sera le dernier soin qu'on va le promulguer. Un patient atteint d'une maladie incurable, je pense que c'est mon devoir de l'accompagner jusqu'au décès, bien entendu, s'il en fait la demande. Mon activité, donc, au sein de l'association, consiste à pratiquer à la fois des entretiens, des accompagnements de fin de vie. Ce sont des consultations à forte charge émotionnelle dans lesquelles il y a une réelle modification de la relation médecin-malade. Et ça, c'est un facteur que j'ai particulièrement apprécié. De la toute-puissance médicale, le paternalisme sont remis en question. Pour assurer un accompagnement réussi, il doit s'établir une relation de confiance. La parole du malade est au centre du débat. La personne n'est plus un sujet sans pouvoir de décision, mais devient acteur de sa fin de vie. C'est elle, et elle seule, qui détermine ce qui lui est supportable et ce qui ne l'est plus. Le médecin n'est plus celui qui guérit, mais qui comprend la souffrance de l'autre, qui l'accompagne avec humilité, bienveillance, et qui l'informe sur les différentes alternatives de soins. Et là, nous nous retrouvons tous devant deux conceptions de soins qui s'opposent, mais les deux restent respectables. Premièrement, il y a ceux qui pensent que le soin doit leur permettre de les maintenir en vie, coûte que coûte, suite d'ailleurs à des convictions philosophiques ou religieuses. Et c'est ici que les soins palliatifs ont leur rôle à jouer et ils doivent être vraiment développés. Et je pense que c'est important aussi de se battre pour développer ces soins palliatifs, mais certainement on a à apporter quelques améliorations nécessaires. Je ne vais pas m'étendre sur ce sujet-là, je vais plutôt parler des personnes qui, à l'inverse, attendent du soin, qu'ils mettent fin à leur souffrance et rapidement, après avoir connaissance de leur maladie incurable, et ils souhaitent avoir la maîtrise de leur fin de vie et refusent toute déchéance et agonie. C'est ceux-là qui vont demander soit suicide assisté en Suisse ou bien l'euthanasie. La question se pose, et là il faut vraiment se la poser individuellement, un soin doit-il être le garant d'une durée de vie ou de qualité de vie? Et les gens qui viennent nous voir, c'est ceux-là qui veulent une qualité de vie qui prime sur la durée de vie. Face à une demande active à mourir qui sera obligatoirement adressée à l'étranger, en Suisse ou en Belgique, puisqu'en France, malheureusement, on n'y a pas le droit. En première visite, je m'assure déjà que le patient exprime cette volonté d'une façon libre, sans pression, réitérée, et avec des critères d'éligibilité stricts, maladie grave et incurable, souffrance insupportable et inapaisable, et capacité de discernement intacte. C'est à la fois pour la Belgique et pour la Suisse, c'est les mêmes critères d'éligibilité. Les personnes viennent donc avec un dossier, on prend contact, ils viennent avec un dossier médical assez important la plupart du temps, avec des examens, des comptes rendus opératoires, différents dossiers qui ont été faits il y a longtemps pour voir un petit peu, étudier le parcours de santé de cette personne-là. Donc je vérifie avec la personne que les critères d'éligibilité sont respectés. Je fais moi-même une synthèse du dossier médical, ça s'appelle le certificat médical, que je donne à la personne. C'est la personne qui l'envoie soit en Suisse, soit en Belgique. Et la décision en Suisse, c'est bien sur dossier médical. Donc le fameux feu vert dont on a entendu parler, ça sera donné sur dossier médical. Tandis qu'en Belgique, il faudra faire une visite qui doit se faire sur le médecin qui va faire l'acte, et aussi en même temps faire une visite avec un psychiatre qui va confirmer sa capacité de discernement. Là,
On attend. Alors, on attend, moi, dans la moyenne des gens qui attendent le fameux feu vert, que ce soit en Suisse ou en Belgique, ça fait 15 jours à 3 semaines. Et une fois le dossier accepté, je dois dire que pour moi, médecin, je ne m'attendais pas du tout, hein, et je suis toujours surprise par la réaction des gens. Le simple fait de savoir que cette demande est reconnue, cela va permettre au patient de retrouver du sens en fin de vie, sachant que c'est lui et lui seul qui choisira sa mort et aucune échéance ne lui sera imposée. Donc pas de notion de court terme, pas de notion de moyen terme, ni de stade avancé. Ce sera aussi une période qui va permettre de renforcer les relations avec les proches. Et là, c'est une période pour laquelle moi j'ai été très surprise. C'est des gens, une fois qu'ils ont le feu vert, ils reprennent de la vie, hein. Ils peuvent repartir en voyage, ils peuvent reprendre une vie sociale, et ça, à mon avis, c'est génial. Enfin, je veux dire, je n'avais pas du tout cette notion quand j'ai commencé à faire des accompagnements. C'est aussi une période essentielle pour nous, médecins. Non seulement nous accompagnons le patient, mais aussi la famille. Et là, il peut arriver que des conjoints ou des enfants s'opposent à l'idée d'une aide active à mourir. Donc, notre rôle de médecin, c'est... J'explique aussi de suivre cette famille et d'expliquer que le moment de mourir, ça peut être un privilège, ainsi que de préparer son départ avec ses proches. Il est vrai qu'après une écoute attentive, la grande majorité des oppositions s'effacent avec le temps et respectent le choix du patient. Une fois la date fixée et après avoir rassuré son entourage, le départ se prépare. Premièrement, la chose plus importante, les accompagnants. Qui accompagne ? Donc, la famille peut accompagner, s'il le désire, des amis peuvent accompagner, et en cas d'absence de famille ou d'accompagnant, au niveau du choix, on fait les accompagnements. Et moi, je fais les accompagnements en Suisse et en Belgique. Donc, les seules choses, il faut arriver la veille. Le responsable de l'association en Suisse, ainsi que le médecin en Belgique, passe en fin de journée. L'acte se pratique le lendemain. Le patient va s'endormir sans souffrance, rapidement et sereinement, entouré des siens s'il le désire. En théorie, tout paraît simple, hein, ça se déroule comme ça, sans problème, mais certaines situations sont vraiment sans solution, même en Suisse ou en Belgique, hein. Pour certains patients qui présentent une dégradation rapide de leur état de santé, tout type de transport devient inenvisageable. Et le seul recours, ce sont les soins palliatifs. Je n'ai pas parlé des transports. Il y a différents transports quand on part soit en Suisse ou en Belgique. On peut aller en train, en avion et en ambulance quand la personne est excessivement fatiguée. Mais s'il y a une dégradation telle, malheureusement, il n'est plus transportable et donc ça s'arrête, hein. D'autres problèmes, les personnes âgées atteintes de polypathologie avec perte d'autonomie ou perte de sens à continuer à vivre, ceux-là ne sont pas non plus pris, hein, en Suisse ou en Belgique. Et un autre profil qui me semble intéressant, mais on n'en est pas encore là en France, hein, celles qui ont la sensation de vie accomplie, en dehors de toute condition médicale, n'auraient-elles pas le droit de bénéficier d'une aide active à mourir ? Les patients atteints de maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer, ayant rédigé leur directive anticipée en état de conscience, n'ont pas non plus la possibilité d'accéder à l'aide active à mourir. D'autres facteurs, le coût d'une aide active à mourir reste un frein pour beaucoup d'entre nous. Et il y a eu des refus à cause du problème financier. Le fait de s'exiler pour mourir à l'étranger est aussi insupportable. Les gens doivent partir, ils vont dans un pays inconnu, avec une équipe médicale inconnue. C'est quand même très, très dur à vivre. En conclusion, la mort n'est pas un échec, mais c'est une donnée incontournable de l'existence humaine. La médecine n'est pas de sauver la vie à tout prix si sa préservation se fait au prix de souffrances physiques et psychiques.